Mon discours sera consacré aux événements en Ukraine et à la raison pour laquelle c'est si important pour nous, pour la Russie. Bien entendu, mon allocution s'adresse également à nos compatriotes qui sont en Ukraine. Je vais devoir parler longtemps et en détail. Cette question est très grave. La situation dans le Donbass est de nouveau critique, grave. Et aujourd'hui, je m'adresse à vous directement, non seulement pour faire le point sur ce qui se passe, mais aussi pour vous informer des décisions qui sont prises et d'éventuelles étapes ultérieures sur cette voie. Je voudrais souligner encore une fois que l'Ukraine n'est pas pour nous seulement un pays voisin. Elle fait partie intégrante de notre propre histoire, de notre culture et de notre espace spirituel. Il s'agit de nos camarades, de nos proches, parmi lesquels il y a non seulement nos collègues, amis et anciens compagnons d'armes, mais aussi nos parents et les personnes avec qui nous sommes liés par les liens du sang et de famille. Il y a longtemps, les gens peuplant les terres historiques du sud-ouest de l'ancienne Russie se désignaient comme Russes et orthodoxes. C'était le cas avant et après le XVIIe siècle, lorsque certains de ces territoires ont rejoint l'État russe. Il nous semble qu'en principe, nous savons tout cela, qu'il s'agit de faits connus de tous. Toutefois, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, pour expliquer les motifs de la Russie et les objectifs que nous poursuivons, il faut dire au moins quelques mots sur l'histoire de cette question. Je vais commencer par le fait que l'Ukraine moderne a été entièrement créée par la Russie, ou plus précisément par la Russie bolchevique et communiste. Ce processus a commencé presque immédiatement après la révolution de 1917, et Lénine et ses compagnons l'ont fait d'une manière très grossière vis-à-vis de la Russie elle-même, par la voie de la séparation, de la sécession, en arrachant une partie des propres territoires qui étaient pour elle historiques. Les millions de personnes qui y vivaient, bien sûr, n'ont pas été interrogées sur quoi que ce soit. Ensuite, juste avant et après la Grande Guerre patriotique, Staline a rattaché à l'URSS et remis à l'Ukraine certaines terres qui appartenaient auparavant à la Pologne, à la Roumanie et à la Hongrie. En guise de compensation, Staline a donné à la Pologne une partie des territoires historiquement allemands, et en 1954, Khrouchtchev a pris la Crimée à la Russie pour une raison curieuse et en a également fait cadeau à l'Ukraine. En fait, c'est ainsi que s'est formé le territoire de l'Ukraine soviétique. Mais je voudrais maintenant accorder une attention particulière à la période initiale de la création de l'URSS. Je considère que c'est très important pour nous. Il va falloir, comme on dit, revenir assez loin en arrière. Permettez-moi de vous rappeler qu'après le coup d'État d'octobre 1917 et la guerre civile qui s'en est suivie, les bolcheviks ont commencé à construire un nouvel État et il y avait des désaccords assez profonds entre eux. Staline, qui cumulait en 1922 les fonctions de secrétaire général du comité central du Parti communiste des bolcheviks de Russie et de commissaire du peuple aux nationalités, proposa d'édifier le pays sur les principes de l'autonomisation, c'est-à-dire de conférer aux républiques, futures unités administratives et territoriales, des pouvoirs étendus lorsqu'elles rejoindraient l'État unifié. Lénine critiqua ce plan et proposa d'offrir des concessions aux nationalistes, ou comme il les appelait à l'époque, les indépendants. Ce sont ces idées léninistes d'une structure étatique essentiellement confédérative et le slogan sur le droit des peuples à l'autodétermination, jusqu'à la possibilité d'une sécession, qui ont constitué la base de l'État soviétique. D'abord, en 1922, elles ont été consacrées dans la déclaration sur la création de l'Union des républiques socialistes soviétiques, et puis, après la mort de Lénine, dans la constitution de l'URSS de 1924. De nombreuses questions se posent immédiatement à cet égard. La première d'entre elles, et en fait la plus importante, est la suivante. Pourquoi fallait-il satisfaire n'importe quelle ambition nationaliste émergeant sans cesse dans les marches de l'ancien empire ? Céder d'immenses territoires à des unités administratives nouvellement créées et souvent configurées de manière arbitraire
République de l'Union, qui n'avait aucun lien avec ceci. Je le répète, les céder avec la population de l'ancienne Russie. De plus, dans les faits, ces unités administratives ont reçu le statut et la forme d'entité étatique nationale. Une fois de plus, je me demande pourquoi fallait-il faire des cadeaux aussi généreux dont même les nationalistes les plus ardents n'avaient même pas rêvé, et accorder aux républiques le droit de se séparer de l'État unifié sans aucune condition. À première vue, ça n'a pas de sens, c'est insensé. Mais ce n'est qu'à première vue. Il y a une explication. Après la Révolution, l'objectif principal des bolcheviks était de se maintenir au pouvoir à tout prix. Précisément, à tout prix. Pour cela, ils étaient prêts à tout. Consentir aux conditions humiliantes du traité de paix de Brest-Litovsk, à une époque où l'Empire allemand et ses alliés se trouvaient dans une situation militaire et économique très difficile, et l'issue de la Première Guerre mondiale était en fait prévisible. Ou satisfaire toutes les demandes, tous les caprices des nationalistes à l'intérieur du pays. Du point de vue du destin historique de la Russie et de ses peuples, les principes léninistes de construction de l'État n'étaient pas seulement une erreur. C'était, comme on dit, bien plus qu'une erreur. Après l'effondrement de l'URSS en 1991, c'est devenu absolument évident. Bien sûr, les événements du passé ne peuvent être changés, mais nous devons au moins les relater d'une manière directe et honnête, sans aucune réserve et sans aucune coloration politique. Je ne peux qu'ajouter que les motifs liés à la situation politique actuelle, aussi spectaculaires et avantageux qu'ils puissent paraître à un moment donné, ne doivent et ne peuvent en aucun cas constituer la base des principes fondamentaux de l'État. Je n'accuse actuellement personne de quoi que ce soit, maintenant. La situation dans le pays à l'époque, après la guerre civile et juste avant celle-ci, était incroyablement complexe et critique. Tout ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'il en allait ainsi. C'est un fait historique. En fait, comme je l'ai déjà dit, c'est la politique bolchevique qui a abouti à l'émergence de l'Ukraine soviétique, qui, même aujourd'hui, peut être qualifiée à juste titre d'Ukraine de Vladimir Lénine. C'est lui qui en est l'auteur et l'architecte. Cela peut être pleinement confirmé par les documents d'archives, y compris les directives sévères de Lénine sur le Donbass, qui a été littéralement inséré de force dans l'Ukraine. Et maintenant, des descendants reconnaissants ont démoli des statues de Lénine en Ukraine. Ils appellent cela la décommunisation. Vous voulez la décommunisation? Bon, cela nous arrange. Mais il ne faut pas s'arrêter en chemin. Nous sommes prêts à vous montrer ce qu'est la vraie décommunisation pour l'Ukraine. Pour en revenir à l'histoire de la question, je tiens à répéter qu'en 1922, l'URSS avait été créée sur le territoire de l'ancien empire russe. Cependant, la vie n'a pas tardé à montrer qu'il n'était tout simplement possible ni de préserver ce territoire vaste et complexe, ni d'assurer sa gestion sur des principes amorphes, de facto confédéraux, qui avaient été proposés. Ils n'avaient rien à voir avec la réalité, avec la tradition historique. Il est tout à fait logique que la terreur rouge et le passage rapide à la dictature stalinienne, la domination de l'idéologie communiste et le monopole du pouvoir du Parti communiste, la nationalisation et l'économie planifiée, que tout cela ait transformé les principes de l'organisation de l'État, déclarés inopérants, en simples déclarations, en formalités. La réalité est telle que les républiques soviétiques n'ont jamais bénéficié de droits souverains. Ces droits n'existaient tout simplement pas. Dans la pratique, c'est un État strictement centralisé, absolument unitaire qui a été créé. De facto, Staline a mis en place ses propres idées de l'organisation de l'État et non pas celles de Lénine. Mais il n'a pas amendé les principaux documents, la constitution du pays, et il n'a pas révisé formellement les principes de construction de l'URSS proclamés par Lénine.
Il semblerait que tout cela n'était pas nécessaire puisque tout fonctionnait dans ce régime totalitaire. Et de l'extérieur, cela semblait beau, attirant, voire encore plus que démocratique. Il est bien dommage, malgré tout, que les cadres fondamentaux, des factos juridiques, la base de tout notre État, n'aient pas été débarrassés à temps des fantaisies odieuses, utopiques, inspirées par la Révolution, mais absolument destructrices pour tout pays normal. Personne n'a pensé à l'avenir, comme c'était souvent le cas chez nous. Il semblerait que les dirigeants du Parti communiste fussent sûrs d'avoir formé un système de gestion fiable, que leur politique eût définitivement réglé la question nationale. Mais les falsifications, les fausses interprétations, la manipulation de la conscience publique et le mensonge coûtent cher. Les ambitions nationalistes, telles une peste, n'ont pas disparu. Et leur bombe à retardement érodait l'immunité de l'État contre le nationalisme. Je tiens à répéter que cette bombe à retardement, c'était le droit de quitter l'URSS. Au début des années 1980, la question nationale revêt un caractère pressant, avec à l'arrière-plan des problèmes socio-économiques qui ne cessent de s'exacerber et une évidente crise de l'économie planifiée. Or, cette question nationale résultait non pas des attentes et des aspirations insatisfaites des peuples de l'URSS, mais des appétits croissants des élites locales. Au lieu de procéder à un examen profond de la situation, de prendre des mesures adéquates, en premier chef en économie, au lieu d'entamer la transformation progressive, réfléchie et équilibrée du système politique et de l'organisation de l'État, les dirigeants du PCUS se sont bornés à un verbiage sur la restauration du principe d'autodétermination nationale énoncé par Lénine. Qui plus est, la lutte pour le pouvoir au sein du parti poussait les partis en conflit dont le but était d'élargir leur base d'appui, à stimuler, à promouvoir sans réfléchir les humeurs nationalistes, les manipuler en promettant aux partisans tout ce qu'ils voulaient. Sur fond de parlotte superflue et populiste sur la démocratie et l'avenir radieux, basé soit sur l'économie de marché, soit sur l'économie planifiée, alors que la pauvreté était omniprésente et le déficit total, personne parmi les grands de ce monde ne réfléchissait aux conséquences tragiques qui guettaient le pays. Par la suite, ils ont suivi les sentiers battus et, comme au tout début de l'URSS, ils ont privilégié les ambitions des élites nationalistes, grandies au sein du parti, et ils ont oublié que le PCUS ne pouvait plus, Dieu merci, recourir à de tels instruments comme la terreur d'État, la dictature stalinienne pour se maintenir au pouvoir et tenir le pays. De même, ils ont oublié que le si fameux rôle dirigeant du parti disparaissait sous leurs yeux, tout comme la brume qui se dissipe au petit matin. Et c'est ainsi qu'en septembre 1989, lors du plénum du comité central du PCUS, que le document fatal a été adopté. Ce qu'on a appelé la politique du parti de notre temps, la plateforme du PCUS. Elle comprenait les clauses suivantes. Je cite. Les républiques soviétiques jouissent de tous les droits correspondant à leur statut d'État socialiste souverain. Encore un paragraphe. Les organes représentatifs suprêmes des républiques soviétiques peuvent contester et suspendre les arrêts et les ordonnances du gouvernement soviétique sur leur territoire respectif. Et enfin, chaque république soviétique a sa nationalité propre qui est octroyée à tous ses citoyens. Est-ce qu'il n'était pas assez évident sur quoi déboucheraient de telles formulations et solutions ? Ce n'est pas le moment ni le lieu de soulever les questions relatives aux droits publics ou constitutionnels, de donner la définition de la notion de citoyenneté. Il y a pourtant une question qui se pose. Pourquoi avait-on besoin d'ébranler encore plus le pays alors que la situation était difficile? Les faits sont là. Ainsi, le sort de l'URSS était quasiment scellé déjà 2 ans avant son effondrement. C'est aujourd'hui que les radicaux et les nationalistes, surtout ukrainiens, s'attribuent les mérites de l'indépendance de l'Ukraine. Nous voyons que ce n'est pas du tout ça. L'effondrement de notre pays est dû aux erreurs historiques, stratégiques des leaders bolcheviques, des dirigeants du PCUS, qui ont été commises à différentes époques dans la construction de l'État
dans la politique économique et nationale. La désintégration de la Russie historique, dénommée URSS, pèse sur leur conscience. Malgré toutes les injustices, le mensonge et le pillage flagrant de la Russie, notre peuple, précisément le peuple, a reconnu les nouvelles réalités géopolitiques apparues après l'effondrement de l'URSS. Il a reconnu les nouveaux États indépendants. Non seulement il les a reconnus, car malgré la situation extrêmement compliquée, la Russie aidait ses partenaires de la CEI, les collègues ukrainiens compris, qui envoyaient de multiples demandes d'appui matériel depuis la déclaration de leur indépendance. Notre pays a octroyé un tel appui, tout en respectant la dignité et la souveraineté de l'Ukraine. Selon les experts, dont les appréciations sont confirmées par un simple calcul des prix sur nos hydrocarbures, des crédits préférentiels, des préférences économiques et commerciales octroyées par la Russie à l'Ukraine, sur la période de 1991 à 2003, le budget ukrainien a bénéficié d'à peu près 250 milliards de dollars. Et ce n'est pas tout. Vers la fin de 1991, la dette de l'URSS auprès des pays étrangers et des fonds internationaux était de presque 100 milliards de dollars. Au début, il était prévu que ces prêts seraient remboursés par toutes les républiques de l'ex-URSS de manière solidaire, proportionnellement à leur potentiel économique. Cependant, c'est la Russie qui s'est acquittée de l'ensemble de la dette soviétique. Ce processus a été définitivement clos en 2017. En échange, les nouveaux États indépendants devaient renoncer à leur part des actifs soviétiques à l'étranger et en décembre 1994, des accords en ce sens ont été conclus avec l'Ukraine. Cependant, Kiev n'a pas ratifié ces accords et plus tard a tout simplement refusé de s'y conformer, réclamant des actifs en diamants et en or, ainsi que les biens et d'autres actifs de l'ex-URSS à l'étranger. Et pourtant, malgré tous les problèmes bien connus, la Russie a toujours coopéré avec l'Ukraine de façon ouverte, franche et, je le répète, dans le respect de ses intérêts. Nos liens se sont développés dans divers domaines. Ainsi, en 2011, le volume de nos échanges commerciaux bilatéraux dépassait 50 milliards de dollars. Je note qu'en 2019, c'est-à-dire avant la pandémie, le volume des échanges commerciaux de l'Ukraine avec les pays de l'Union européenne était inférieur à ce niveau. Dans le même temps, il était manifeste que les autorités ukrainiennes préféraient agir de manière à avoir tous les droits et les avantages dans leurs relations avec la Russie, sans pour autant remplir aucune obligation. L'esprit d'assistanat, qui revêtait parfois chez les autorités de Kiev un caractère tout à fait désinvolte, a commencé à prévaloir sur le partenariat. Il suffit de se rappeler le chantage permanent en matière de transit de l'énergie ou encore le vol pur et simple de gaz. J'ajouterai encore que Kiev a essayé d'utiliser le dialogue avec la Russie comme prétexte pour marchander avec l'Occident, le faisant chanter par un rapprochement avec Moscou pour obtenir des avantages, disant que sinon, l'influence russe sur l'Ukraine allait grandir. En même temps, c'est dès le début, je tiens à le souligner, dès les premières étapes, que les autorités ukrainiennes ont commencé à construire leur État sur la négation de tout ce qui nous unit. Elles ont cherché à transformer la conscience, à déformer la mémoire historique de millions de personnes, des générations entières vivant en Ukraine. Il n'est pas étonnant que la société ukrainienne ait été confrontée à la montée d'un nationalisme extrême qui a vite pris la forme d'une russophobie agressive et du néonazisme. D'où la participation des nationalistes et des néonazis ukrainiens aux bandes terroristes agissant dans le Caucase du Nord. De là, les revendications territoriales de plus en plus fortes contre la Russie. Des forces extérieures ont également joué leur rôle, qui, à l'aide d'un vaste réseau d'ONG de services spéciaux, ont cultivé leur clientèle ukrainienne et porté au pouvoir leurs représentants. Il faut comprendre que l'Ukraine, en fait, n'a jamais eu de tradition étatique stable. Et dès 1991, elle s'est lancée dans le copiage mécanique des systèmes d'autres pays, sans rapport avec l'histoire et les réalités ukrainiennes. Les institutions politiques étatiques n'ont cessé de se remodeler au profit des clans qui s'étaient vite formés
avec leurs propres intérêts égoïstes n'ayant rien à voir avec les intérêts du peuple ukrainien. Le sens même du soi-disant choix pro-occidental de civilisation fait par les autorités oligarchiques ukrainiennes n'était pas et n'est pas de créer les meilleures conditions pour le bien-être du peuple, mais de préserver, grâce aux services rendus obséquieusement aux rivaux géopolitiques de la Russie, des milliards de dollars volés aux Ukrainiens et cachés par les oligarques dans les banques occidentales. Certains groupes financiers industriels, ainsi que les représentants politiques et les partis qu'ils ont pris en charge financièrement dès le début, s'appuyaient sur les nationalistes et les extrémistes. D'autres prenaient en parole de bonnes relations avec la Russie, la diversité culturelle et linguistique, et arrivaient au pouvoir grâce aux voix des citoyens qui soutenaient sincèrement ces aspirations, y compris celles des millions d'habitants du Sud-Est. Mais une fois parvenus à leurs postes et fonctions, ils trahissaient immédiatement leurs électeurs, renonçaient à leurs promesses électorales et menaient leur politique sous la dictée des extrémistes, parfois persécutant leurs alliés d'hier, à savoir les associations qui prônaient le bilinguisme et la coopération avec la Russie. Ils profitaient du fait que les gens qui les soutenaient étaient en général respectueux des lois, d'opinion modérée, habitués à faire confiance aux autorités, et que, contrairement aux extrémistes, ils ne recouraient pas à la violence et aux actes illégaux. Les extrémistes, à leur tour, devenaient de plus en plus insolents, année après année. Leurs réclamations devenaient de plus en plus conséquentes. Il s'est avéré facile pour eux d'imposer encore et encore leur volonté aux autorités faibles qui, elles-mêmes infectées par le virus du nationalisme et de la corruption, remplacer avec adresse les véritables intérêts culturels, économiques et sociaux du peuple, la véritable souveraineté de l'Ukraine, par toutes sortes de spéculations et sur une base nationaliste et par des symboles ethnographiques. Aucune structure étatique stable ne s'est développée en Ukraine. Les procédures politiques, électorales, ne servent que de couverture, d'écran pour la répartition du pouvoir et des biens entre les différents clans oligarchiques. La corruption, qui sans aucun doute est un défi et un problème pour de nombreux pays, dont la Russie, a revêtu un caractère tout à fait particulier en Ukraine. Elle a littéralement imprégné, corrodé tout le système, toutes les branches du pouvoir. Les extrémistes ont profité du mécontentement justifié du peuple, ils ont enfourché les manifestations et en 2014 ont poussé le Maïdan au coup d'État. Dans le même temps, ils ont reçu une assistance directe d'autres pays. Selon les informations disponibles, le soutien financier accordé au soi-disant camp de protestation sur la place de l'Indépendance à Kiev par l'ambassade des États-Unis s'est élevé à $1 million par jour. Des sommes supplémentaires assez importantes étaient insolemment versées directement sur les comptes bancaires des leaders de l'opposition. Il s'agit de dizaines de millions de dollars. Et combien les personnes blessées, les familles des gens morts durant les affrontements provoqués dans les rues et sur les places de Kiev et d'autres villes ont-elles reçu? Il vaut mieux ne pas le demander. Les extrémistes qui ont pris le pouvoir ont organisé la persécution, instauré une véritable terreur contre tous ceux qui s'opposaient aux actions anticonstitutionnelles. Des responsables politiques, des journalistes, des personnalités publiques étaient maltraités, publiquement humiliés. Les villes ukrainiennes ont été submergées par une vague de pogroms et de violences, une série de meurtres retentissants et impunis. Impossible de se rappeler sans frémir l'horrible tragédie d'Odessa, où les participants à la manifestation pacifique ont été brutalement assassinés, brûlés vifs dans la maison des syndicats. Les criminels qui ont commis cette atrocité n'ont pas été punis. Personne ne les recherche. Mais nous connaissons leurs noms et nous ferons tout pour les punir, les retrouver et les traduire en justice. Le Maïdan n'a pas rapproché l'Ukraine de la démocratie et du progrès. Le coup d'État commis, les nationalistes et les forces politiques qui les soutenaient ont définitivement mis la situation dans l'impasse. Ils ont poussé l'Ukraine dans l'abîme de la guerre civile. 8 ans après ces événements, le pays est divisé. L'Ukraine traverse une grave crise socio-économique. Selon les organisations internationales, en 2019, près de 6 millions d'Ukrainiens, je souligne qu'il s'agit d'environ 15% de l'ensemble de la population du pays, pas uniquement celle qui est active, ont été contraints de partir à l'étranger pour trouver du travail.
et bien souvent pour des emplois non qualifiés payés à la journée. Autre fait révélateur, depuis 2020, pendant la pandémie, plus de 60 000 médecins et autres professionnels de santé ont quitté le pays. Depuis 2014, les tarifs de l'eau ont augmenté de près d'un tiers. Ceux de l'électricité ont été multipliés. Ceux du gaz, pour les ménages, ont augmenté des dizaines de fois. Beaucoup de gens n'ont tout simplement pas d'argent pour payer les services communaux. Ils sont obligés de survivre, littéralement. Que s'est-il passé? Pourquoi tout cela se passe-t-il? La réponse est évidente, parce que la dot reçue non seulement de l'ère soviétique, mais encore de l'Empire russe, a été engouffrée et répartie dans les poches de certains. Des dizaines et des centaines de milliers d'emplois ont été détruits, et ces emplois, grâce notamment à une coopération étroite avec la Russie, permettaient aux gens d'avoir un revenu stable et d'apporter des recettes fiscales. Des industries telles que la construction mécanique, la construction d'équipements, l'industrie électronique, les constructions navales et aéronautiques, soit sont en stagnation, soit ont été complètement détruites, alors qu'elles étaient autrefois un motif de fierté non seulement de l'Ukraine, mais de l'Union soviétique tout entière. Le chantier naval de la mer Noire de Nikolaev a été liquidé en 2021, là où les premiers chantiers navals avaient été fondés sous Catherine II. Le célèbre consortium Antonov n'a produit aucun avion de série depuis 2016. Et l'usine Yuzhmash, spécialisée dans la production de matériel spatial et de fusées, s'est trouvée au bord de la faillite, tout comme la série de Kremenchuk. Cette triste liste n'est pas exhaustive. En ce qui concerne le système de transport de gaz créé par toute l'Union soviétique, il s'est tellement détérioré que son fonctionnement comporte de grands risques et des dommages environnementaux. Et à cet égard, une question se pose. La pauvreté, le désespoir, la perte de potentiel industriel et technologique. Est-ce ce fameux choix de civilisation pro-occidentale qui, depuis de nombreuses années, est utilisé pour tromper et duper des millions de personnes en leur promettant le jardin d'Éden? En réalité, tout s'est résumé au fait que l'effondrement de l'économie ukrainienne s'accompagne d'un pillage ouvert des citoyens du pays. Et l'Ukraine elle-même a simplement été conduite sous contrôle externe. Il s'effectue non seulement sur ordre des capitales occidentales, mais aussi, comme on dit, directement sur place, à travers tout un réseau de conseillers étrangers, d'organismes à but non lucratif et d'autres institutions déployées en Ukraine. Ils influent directement toutes les décisions en matière du personnel, toutes les branches et les niveaux de pouvoir, du pouvoir central jusqu'au pouvoir municipal. Les sociétés publiques et les grandes entreprises telles que Naftogaz, Ukrenergo, les chemins de fer ukrainiens, Ukroboronprom, la poste ukrainienne, l'administration des ports maritimes de l'Ukraine. Il n'y a tout simplement pas de justice indépendante en Ukraine. À la demande de l'Occident, les autorités de Kiev ont cédé aux représentants des organisations internationales le droit prioritaire de choisir les membres des organes judiciaires supérieurs, le Conseil de justice et la Commission de qualification des juges. En outre, l'ambassade des États-Unis supervise directement l'Agence nationale pour la prévention de la corruption, le Bureau national anticorruption, le Bureau du procureur spécialisé dans la lutte contre la corruption et la Cour supérieure anticorruption. Tout cela est fait sous de bons prétextes, pour améliorer l'efficacité de la lutte contre la corruption. C'est bien joli, mais où sont les résultats? La corruption qui fleurissait auparavant fleurit aujourd'hui de plus belle. Les Ukrainiens eux-mêmes sont-ils informés de toutes ces méthodes de gestion? Comprennent-ils que leur pays ne se trouve même pas sous un protectorat politique et économique, mais est réduit au niveau d'une colonie avec un régime fantoche? La privatisation de l'État a conduit au fait que le pouvoir, qui se qualifie de pouvoir de patriote, a perdu son caractère national et pas à pas amène le pays à la perte totale de souveraineté. Le cap est maintenu vers une dérussification et une assimilation forcée. La Rada publie sans cesse de nouveaux actes discriminatoires. La loi sur les peuples dits autochtones est déjà en vigueur. Il a été clairement indiqué aux personnes qui se considèrent comme russes et souhaitent préserver leur identité, leur langue et leur culture qu'elles étaient étrangères en Ukraine. Conformément aux lois sur l'enseignement et sur le fonctionnement de la langue ukrainienne en tant que langue officielle, le russe est expulsé des écoles, de toutes les activités publiques, jusqu'aux magasins ordinaires. La loi dite de lustration, la purification du pouvoir, a permis de se débarrasser des fonctionnaires indésirables.
Il y a de plus en plus d'actes qui donnent aux forces de l'ordre ukrainiennes des raisons d'exercer une répression violente de la liberté d'expression et du non-conformisme et de persécuter les opposants.